Bonjour et bienvenue dans Regard sur l'actualité. Bonjour Patrick Le Hiéricke. Bonjour. Alors on commence avec un retour sur la séquence électorale 2017, marquée par une soif de renouveau démocratique à la présidentielle. Elle se solde par un record d'abstention aux législatives. La République en marche rafle 355 sièges, tandis que la gauche de l'hémicycle est dépeuplée, même si le Parti communiste et la France insoumise résistent avec l'élection de 27 députés. Alors à votre avis, Patrick, quelle devrait être la stratégie de la gauche pour s'opposer le plus efficacement possible aux reculs sociaux promis par Macron? La question fondamentale qui est posée est d'abord d'expliquer le sens des contre-réformes qui vont être proposées. Et il y en a une série sur les enjeux sociaux et économiques, et même sur les libertés, parce que l'inscription de l'état d'urgence dans la durée, même si peut-être ce ne sera pas dans la Constitution, pose un problème de rupture avec ce qu'était notre République jusqu'ici, c'est-à-dire l'équilibre entre sécurité et liberté. Donc il faut beaucoup expliquer. Il y a des illusions qui vont tomber et créer les conditions de mouvement, de rassemblement pour empêcher ce qui peut l'être, mais surtout pour essayer d'infléchir ou d'inverser même un certain nombre de choix qui vont être mis sur la table dès les prochaines semaines, de telle sorte que le Parlement puisse quand même jouer son rôle. C'est-à-dire, je crois qu'il ne faut pas hésiter à aller voir le député de La République En Marche ou le député de droite qui s'apprête à soutenir les ordonnances, par exemple, sur le travail. C'est cette mobilisation-là auprès des parlementaires qui ne sont pas de nos opinions, qui permettra peut-être de les obliger à prendre en compte le fait que la campagne électorale est terminée, que le monde des bisounours, il est dans les rêves, et dans la réalité, il y a des vrais gens qui sont aujourd'hui dans la souffrance et qui ne veulent pas des décisions qu'on leur appliquera certes avec le sourire, mais qui aggravera leurs conditions de vie. Alors vous espérez convaincre des gens de La République En Marche de rejoindre les rangs, au moins en termes d'idées, de la gauche? La question n'est pas de les convaincre, la question, ils sont élus, ils ont leurs options. La question est que tout ce peuple qui n'est pas venu s'exprimer à l'occasion des élections législatives, parce que certains ont considéré que les jeux étaient faits, mais d'autres ont considéré que leur abstention avait une motivation politique profonde, c'est-à-dire ils ont suivi un peu ce qui leur a été dit en disant « ne jetez pas trop la pagaille en votant contre le président », et donc peut-être certains ont été retenus, mais toutes ces gens-là, ils sont majoritaires dans le pays, ils doivent faire savoir aux parlementaires et au gouvernement de La République En Marche que ça ne leur convient pas. C'est autre chose qu'il faut faire. Et ça ne veut pas dire qu'on va les convaincre, ça je n'ai aucune illusion là-dessus. Alors, le projet de nationalisation de l'assurance chômage porté par le nouveau président soulève beaucoup de questions, notamment parce que le versement de l'indemnisation pourrait être interrompu par le refus de 2 offres d'emploi. Certains imaginent déjà aussi des complémentaires chômage pour suppléer le régime général, soit un revirement complet par rapport au système en place depuis la création de l'UNEDIC en 1958. Lundi 19 juin, une journée de mobilisation était organisée dans toute la France à l'appel de la CGT pour exiger une revalorisation des indemnités chômage et rappeler l'importance de leur financement par les cotisations sociales. On écoute 2 représentants des chômeurs et précaires. Le risque, c'est à terme une privatisation en fait des cotisations et une dégradation des conditions de remboursement et des conditions de couverture sociale. On fait comme si la cotisation sociale c'était quelque part comme un impôt comme un autre un petit peu, alors qu'en réalité les patrons, quand ils payent ce qu'ils appellent les charges, ils payent pour la sécurité, ils payent pour la santé, ils payent pour que en fait, l'économie fonctionne normalement, sans bidonville, sans précarité énergétique. Voilà, mais on en est arrivé à un stade où le patronat est tellement puissant qu'en fait, il impose ses conditions comme il veut.
Ce qui nous fait le plus peur aujourd'hui, c'est toutes les obligations qui vont faire en sorte que les gens vont être privés de Pôle emploi. Les justifications aussi. Les gens doivent beaucoup se justifier. Alors qu'il y a beaucoup d'offres aujourd'hui qui sont postées sur Pôle emploi et qui ne débouchent pas sur du travail, puisque ce sont des offres pour se créer des viviers. On le sait bien, moi je suis recruteur dans une agence d'intérim et on a des annonces comme ça pour le cas où on a une demande. Alors contrairement à la réforme du Code du travail, cet aspect du programme d'Emmanuel Macron a été assez peu commenté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est le principe même de la présentation des contre-réformes par l'actuel président de la République. C'est qu'à chaque fois, ça apparaît en principe de bon sens, ça c'est présenté avec le sourire et c'est présenté comme avantageux. Mais la vérité, elle est dans le fait qu'on s'engage là vers quelque chose d'extrêmement profond. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, sur le salaire qu'on perçoit, on a un salaire brut. Dans le salaire brut, il y a une part de ce salaire qui est une sorte d'épargne de sécurité pour le chômage, pour la retraite, pour la maladie. Ça, c'est du côté salarié. Et du côté de l'employeur, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire, l'employeur, il paye aussi de son côté une part de cotisation qui sert aussi à cette sécurité. Or, aujourd'hui, par un tour de passe-passe incroyable, on dit, mais on comprend, on appelle ça d'ailleurs des charges, c'est passé du mot cotisation au mot charge. On comprend, vous avez des problèmes de charge, et puis on va améliorer votre salaire, on va supprimer cette charge que vous avez. Et donc on va augmenter artificiellement votre salaire. Mais en apparence, on augmente le salaire. Mais en réalité, on diminue la sécurité de vie en cas d'accident, en cas de maladie, en cas de chômage, et surtout pour la retraite demain. Mais dans le cas de la question qui est posée là, on va se trouver dans cette situation où on va assécher cela d'un côté, de l'autre côté on va augmenter la contribution sociale généralisée pour les salariés et les retraités, et au bout du bout, on va donc étatiser, prétendument étatiser, la couverture chômage pour évidemment un jour ou l'autre nous dire mais l'État ne peut pas supporter tout ça et il y a des recommandations européennes et des critères à respecter, donc il faut trouver un autre système et cet autre système sera celui soit de complémentaires privés pour le chômage, donc on va privatiser y compris l'assurance chômage elle-même, comme on veut privatiser l'assurance maladie. Donc, nos concitoyennes et nos concitoyens doivent bien comprendre qu'on est en train de sortir des acquis du Front populaire, mais surtout des acquis du Conseil national de la résistance, en modifiant notre droit social, mais on va le modifier au détriment des salariés. Parce que ce que ne payera pas le salarié, l'employeur aussi se sera défalqué. Et lui, pour l'employeur, ça améliore sa sécurité, la sécurité des profits, pas forcément la sécurité de l'entreprise, mais la sécurité des profits parce qu'on va augmenter le taux de profit, c'est-à-dire ce que demande le grand patronat aujourd'hui, et ceci pour éviter la rémunération du travail, c'est-à-dire il gagne sur deux tableaux. On lui défalque sa part de cotisation et d'un autre côté, on dit mais vous allez avoir des salariés qui vont moins revendiquer parce qu'on va leur enlever cette partie-là qui va être inclus dans le salaire, qui va devenir du salaire net en augmentation. C'est un tour de passe-passe incroyable qui va se faire au détriment de tous les salariés de notre pays. Et ceci, il faut le faire connaître et donc ça fait partie du travail que l'humanité, que les parlementaires, les élus de la gauche de transformation et même au-delà de la gauche de transformation, toute la gauche je pense, parce qu'ils se revendiquent, j'imagine, du Front populaire et du Conseil national de la résistance, ont à expliquer autour d'eux pour qu'on ne tombe pas dans ce piège.
Toujours côté social, mardi 20 juin, les agents du ministère du Travail manifestaient contre les suppressions de postes. Entre 2009 et 2017, leurs effectifs ont en effet diminué de 20%. L'inspection du travail est particulièrement visée par ces coupes sombres. Dès l'entrée en fonction de la nouvelle ministre, Muriel Pénicaud, les agents ont tenté de l'alerter. Sans succès, comme il nous l'explique. On nous a annoncé, notamment l'inspection du travail, des suppressions de sections, ce qui veut dire qu'en fait on va redécouper la carte des villes et que donc chaque agent aura un territoire plus grand, donc plus d'entreprises à contrôler et plus de salariés à assister. Ça ne marche plus. À l'inspection du travail, nous ne sommes plus en capacité de répondre aux usagers, nous ne sommes plus en capacité d'aller dans les contrôles et dans les entreprises pour les contrôler à hauteur des demandes qui sont effectuées. Nous ne sommes plus en capacité de dresser les procès-verbaux et de les transmettre au parquet. Et c'est l'impunité des délinquants patronaux qui règne. On attaque vraiment les droits des salariés sur tous les plans. Donc les règles changent, elles deviennent moins accessibles. On rend moins possible le contrôle et l'assistance des services de l'inspection du travail. Et on rend plus difficile l'accès au prud'homme, ce qui conduit à placer les salariés, c'est-à-dire la majorité de la population, dans un état d'assujettissement qui est inacceptable en démocratie. Il y a deux discours, il y a un discours officiel qui prône le dialogue et autres. Nous, on ne le voit pas. Dans les instances, il n'a pas lieu. Nous n'avons pas communication des documents ni des informations. Il n'est pas possible de dialoguer avec aucun des encadrants à tout niveau hiérarchique que ce soit. Et au niveau de la ministre du Travail, il est clair qu'elle n'a toujours pas satisfait aux demandes de rendez-vous. Et encore aujourd'hui, je doute qu'aujourd'hui elle nous reçoive. Et c'est bien dommage parce que pour un ministre du Travail, ce serait la moindre des choses que de recevoir ses agents et de défendre leur mission. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que l'État ne donne pas le bon exemple en termes de négociation sociale directe avec ses agents. Est-ce que vous y voyez le signe d'une manière autoritaire de gouverner? Non, mais ce n'est pas une question de négociation sociale, c'est une question de cohérence politique. On l'a appelée la ministre du Travail, mais en vérité, elle est la ministre de la destruction du droit du travail. Dès lors qu'on est ministre de ça, nous n'avons plus besoin d'inspecteurs du travail. Et évidemment, sur un fond de réduction des crédits publics pour les missions publiques, bien évidemment. Mais la cohérence de fond, elle est là. Et on ne va pas pouvoir nous dire qu'on veut, par exemple, une modification de la directive des travailleurs détachés, en supprimant des inspecteurs du travail. C'est exactement le contraire qu'il faudrait faire. Si on veut modifier la directive et mettre les travailleurs de l'Union européenne à égalité, où qu'ils travaillent, où qu'ils exercent leur activité, et contrôler l'ensemble de ces boîtes noires qui surexploitent aujourd'hui des travailleurs qu'on dit détachés, eh bien, il faudrait au contraire inventer un corps européen d'inspecteurs du travail. Donc, comme on ne veut rien faire de tout cela, comme la logique c'est la concurrence de tous contre tous, comme c'est la guerre économique, eh bien, la logique n'est pas une logique de négociation, est une logique politique fondamentale et qui est une logique de cohérence qu'il faut absolument transformer. Et malheureusement, aujourd'hui, le rapport de force nécessite d'être modifié pour contrebattre des dispositions comme celle-là. On passe à l'homme de la semaine, c'est Helmut Kohl, l'ex-chancelier allemand est mort vendredi 16 juin à l'âge de 87 ans. Les multiples hommages qui lui ont été rendus le présentent comme le grand architecte de l'Europe. Or, il avait imposé une construction de la zone euro aux conditions des grands groupes ouest-allemands à l'origine des déséquilibres européens actuels. Alors Patrick, à votre avis, est-ce que la refondation du projet européen peut se passer d'un regard critique sur son histoire ? Oui, il n'y a pas de bilan de l'application des traités européens, notamment du traité de Maastricht et du traité qu'on a appelé par la suite le traité de Lisbonne, et évidemment du traité budgétaire. Helmut Kohl, il s'est trouvé à un moment charnière de l'histoire, c'est-à-dire au basculement et la fin du soviétisme de toute cette partie de l'Europe orientale. Et il a fait la réunification allemande, mais il a fait la réunification allemande dans des conditions extrêmement dures, puisqu'il a voulu égaliser d'emblée le marque de l'Est et le marque de l'Ouest, et il a profité des institutions européennes, des fonds européens, pour le faire.
avec des dégâts considérables, notamment du côté de l'Est, qui avait un retard de développement considérable. Ils avaient des droits sociaux, ils avaient des acquis sociaux, mais ils avaient un retard de développement, un vieillissement de leur appareil de production, mais il a fait à ces conditions, aux conditions des Konzerne allemands. Et il a fait financer ça par l'Union européenne. Et dans la foulée de cela, quasi simultanément, naît ce projet du traité de Maastricht et de la monnaie unique européenne. Et la monnaie unique européenne, à partir du moment où il était en train de régler cette réunification, dont la réunification monétaire, et à partir des traditions allemandes où déjà la Banque fédérale allemande était autonome par rapport au pouvoir politique, il a exigé, il a obtenu de François Mitterrand une banque centrale européenne qui était le décalque à Francfort de la Banque fédérale allemande, et une monnaie qui est devenue une monnaie unique et non pas commune, qui a été l'euro, est une monnaie unique, mais une monnaie indexée à ces conditions, parce qu'il faisait la réunification, à ces conditions, indexé sur le mark allemand. Enfin, beaucoup plus indexé sur le mark allemand que le franc français et même la lire italienne. On n'était pas dans un panier de monnaies avec une moyenne de la valeur des monnaies. C'est-à-dire, au moment où il faisait ça, et au moment où il disait « je fais une grande œuvre civilisatrice », puisqu'on est en train de mettre à bas ce qu'ils appelaient le communisme, que j'appelle moi le soviétisme, eh bien, il était dans une situation de rapport de force qui lui était favorable. Et les autorités françaises, je ne dis pas qu'elles n'ont pas porté la contradiction ou qu'elles n'aient pas défendu, je ne dis pas ça, mais à la fin, elles ont accepté ces conditions-là, qui a continué à financer l'Allemagne, qui aujourd'hui fait des excédents et qui se comporte toujours en impérialiste vis-à-vis notamment des pays du Sud, puisque la fracture nord-sud s'élargit à cause de la valeur de cette monnaie unique indexée sur ce mark géré par une banque centrale qui n'a de pouvoir à rendre à personne. Et évidemment, on a mis Chypre dans la difficulté, on a mis la Grèce dans la difficulté, puis on a mis le Portugal, l'Espagne et l'Italie aujourd'hui dans la difficulté. On élargit la fracture avec les pays du Sud et donc il faut revoir tout cela, c'est-à-dire non seulement il faut un bilan critique de tout cela, mais il faut refonder cela, parce que si on ne le refonde pas à partir de la participation citoyenne, eh bien cette construction européenne, il lui arrivera exactement la même chose qui est arrivée au soviétisme, c'est-à-dire que non seulement elle va aller dans le mur, mais elle va s'écrouler, elle va s'effondrer. On termine avec notre page culture qui est consacrée à un événement exceptionnel. À l'initiative de la pianiste Sophie Partouche, avec le concours du metteur en scène Jean-Daniel Sénézy, une soirée de partage culturel en soutien à notre journal est organisée samedi 24 juin à l'espace Niemeyer, place du Colonel Fabien. Elle sera ponctuée par une multitude d'interventions d'artistes de disciplines diverses, parcourant les espaces de l'œuvre du grand architecte brésilien. Alors Patrick, vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette soirée de samedi ? D'abord, c'est une initiative d'artistes, d'acteurs du monde culturel qui ont décidé depuis déjà de nombreux mois de créer un événement en soutien financier à l'humanité. Parce qu'ils savent que l'Humanité est un journal passeur de savoir et de culture, est un journal qui est un peu aujourd'hui devenu le symbole du pluralisme de l'information et du débat en France. Et ils sont évidemment préoccupés, ils ont raison, de l'avenir de l'humanité qui a besoin de beaucoup d'argent pour éponger des dettes et pour faire son fonctionnement courant. Donc la soirée, elle est ouverte à toutes celles et ceux qui veulent y venir. On a déjà un peu plus de 60 créateurs, artistes de toutes disciplines qui soutiennent l'initiative. Une vingtaine d'entre eux seront présents physiquement et ils ont eux aussi le loisir de se produire ou de produire quelque chose. Soit un bout de film, soit de lire un texte, soit de faire quelques accords de musique de leur choix, soit de lire des poèmes, soit de dire
quelques mots, et dans une déambulation dans l'espace de l'œuvre de Oscar Niemeyer, où nous allons combiner à la fois la géographie de cette œuvre et puis la géographie culturelle à partir de la musique essentiellement au départ, mais qui maintenant va s'enrichir d'autres disciplines. Et donc, moi j'invite à venir pour rencontrer évidemment ces artistes, pour passer un moment agréable, pour se cultiver, pour se changer vraisemblablement les idées, et en même temps, c'est le point de départ d'une nouvelle campagne de collecte de dons, de prêts et d'argent pour notre journal qui risque, si on n'arrive pas à avoir plus de moyens, de passer un été extrêmement difficile, puisque je ne peux pas dire publiquement la totalité de notre situation à cause des aigles qui nous regardent, mais je peux dire qu'elle est très difficile. Je peux dire qu'on a besoin à nouveau de soutien financier extrêmement important. Samedi, je vais relancer des initiatives en ce sens, parce que l'humanité peut être menacée assez rapidement si à nouveau nous ne trouvons pas quelques moyens financiers supplémentaires, et ceci avant la fin du mois d'août. Le mois de juin est déjà difficile, je pense pouvoir le régler dans les 2 ou 3 jours qui viennent, mais ma perspective pour le 31 août, elle reste compliquée, l'équation reste compliquée. Donc c'est une initiative originale, culturelle, mais c'est une initiative surtout de soutien, et c'est un message que nous donnons à l'extérieur, à toute une série de gens qui nous regardent, qu'il s'agisse des pouvoirs publics, qu'il s'agisse des médias en général, qu'il s'agisse de gens qui évoluent dans le secteur privés, qui sont attachés au pluralisme de la presse, qui voient bien les dangers qui continuent d'exister dans notre pays. C'est vrai que le cycle des élections est terminé, mais ce n'est pas parce que le cycle des élections est terminé et que nous avons évité le pire qu'il ne faut pas croire que tout ceci ne remine pas dans la société. Et pour empêcher ce populisme de droite et cet extrémisme de droite de continuer à monter, pour aider au partage des savoirs et de la culture, pour aider à la confrontation démocratique, au pluralisme des idées dans notre pays, tout le monde sait très bien qu'il faut aider, il faut créer les conditions pour aider l'humanité à survivre, parce que la différence entre nous et la multitude des autres aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas et nous ne serons pas adossés à un groupe industriel et financier. Nous ne vivons que grâce à des initiatives comme celle-là et à l'engagement de nos lectrices et de nos lecteurs. Par conséquent, venez-y samedi et par la suite, créer les conditions d'un beau succès, d'un beau rassemblement fraternel, culturel et citoyen de la fête de l'humanité dès la première quinzaine de septembre. Ah, on y sera. Merci Patrick Le Yarrick. Merci bien. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Regard sur l'actualité.